Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Le sociologue Jean Viard a récemment publié Une émeute et le langage de ceux qui ne sont pas entendus, un livre dont le titre reprend une citation du pasteur Martin Luther King, prononcée 3 semaines avant son assassinat à Memphis en 1968. Dans cet ouvrage dense et bref, le sociologue revient sur les émeutes de 2023 en France qui ont suivi la mort du jeune Naël, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Ce point de départ ouvre, sous la plume de Jean Viard, une multitude de pistes de réflexion sur le chaos, ses origines et son traitement. De la réponse gouvernementale sécuritaire apportée à ces récents torrents de colère, jusqu'à la place qu'il faudrait faire à la jeunesse immigrée dont une partie ne se reconnaît pas comme française, le sociologue n'écarte aucun sujet sensible. Le commerce du cannabis, la culture musulmane qui a remplacé l'idéologie communiste dans les quartiers, la montée de l'extrême droite, voire l'absence de statistiques ethniques, interdites en France et qui, selon lui, masquent les évolutions réelles de la société et occultent les réalités démographiques. Dans cet entretien réalisé aux éditions de l'Aube, dont il est le fondateur, Jean Viard revient sur ses origines et celle de son métier de sociologue de terrain, qui ausculte aujourd'hui une France en conflit avec elle-même sur la place qu'elle est prête à faire à une partie de son propre corps social. Je m'appelle Jean Viard, je suis sociologue, je suis directeur de recherche à Paris à Sciences Politiques, mais j'ai jamais habité Paris, j'ai toujours habité à la campagne. Et si vous voulez, je peux me présenter de deux façons. En filiation intellectuelle, je suis un élève d'Edgar Morin, je continue à le publier. Je suis docteur en économie en fait, et en sociologie, donc je fais de l'économie. Et puis je travaille avec Edgar Morin depuis 40 ans. Je travaille avec Edgar Morin, c'est beaucoup dire, parce qu'il travaille tout seul, moi aussi, mais en fait, donc c'est ma référence intellectuelle. Mais de l'autre côté, de plus en plus, je me rends compte que ce qui est original, c'est que j'ai travaillé sur les chantiers, j'avais 14 ans. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai appris à démonter ma deux chevaux en entier pour la réparer. J'ai eu une exploitation agricole. Donc je sais conduire un tracteur, je sais tailler une vigne, je sais monter un mur, j'ai restauré une ruine en entier. J'ai fait le toit, la maison, la plomberie, l'électricité. Bon, j'y habite toujours. Je reconnais qu'un certain nombre de travaux ont dû être faits par des professionnels, mais 40 ans après. Donc si vous voulez, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'on est dans une époque où on gouverne beaucoup par sondage, avec des gens qui n'ont pas l'amour de ce qu'on fait avec ses mains. Et du coup, la complicité. Moi, j'adore blaguer avec mon garagiste. Je sais qu'il est Front National. Chaque fois, il me demande s'il vaut mieux choisir entre Zemmour et Bardella. Mais c'est un bon garagiste. Mon maçon, je préfère pas savoir ce qu'il vote. J'adore les restaurateurs. J'adore ces populations. Et si vous voulez, c'est pour ça que j'étais en harmonie avec les grandes crises agricoles, avec les banlieues, avec les gilets jaunes. J'ai fait un bouquin aussi sur les gilets jaunes. Parce que tout ça, c'est des gens qui font dans une société qui est gouvernée par des gens qui organisent en réalité. Et de plus en plus, on a des gens qui organisent, et au fond, les gens qui font sont de plus en plus encadrés. Et au lieu de leur dire « il faut arriver là, trouve le chemin », on lui dit « tu vas passer par là ». C'est ça qui se passe avec les paysans finalement. Mais ce n'est pas qu'avec les paysans. C'est pareil quand on a une entreprise. Moi, quand je vois la part de gestion depuis 40 ans, combien ça me coûte par rapport à il y a 40 ans, dire c'est comme si c'était une surtaxe finalement. Bon. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a une vraie réflexion de fond là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur toutes les émeutes, quoi. Les paysanneries. J'avais écrit un livre il y a quelques années qui est intégré dans mon gros livre, Le Sacre de la Terre. C'était une lettre aux paysans qui était sur ces sujets. J'ai ouvert le congrès de la FNSEA il y a quelques années. Donc je les aime bien. On s'engueule. Quand j'ouvre le congrès de la FNSEA, après, la présidente monte à la tribune et dit « Voilà, j'ai demandé à Jean Viard d'ouvrir. Vous comprenez bien que je ne peux pas être d'accord avec tout ce qu'il a dit. » Et tout le monde rigole. Bon, mais n'empêche qu'on m'a laissé parler. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est absolument pareil que les Gilets jaunes. J'ai beaucoup été les voir. Là, j'ai beaucoup conseillé l'État. Si vous voulez, je suis un influenceur d'idées, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des livres, de les vendre, mais c'est aussi de passer mes idées là où ça marche. Et c'est vrai qu'au fond, mon sujet, c'est la France, ses transformations. Donc celle-là en particulier, voilà. Et alors les banlieues, si vous voulez, moi les banlieues, je les ai connues jeunes, puisque j'ai travaillé dans les quartiers nord. Mes parents me donnaient un peu d'argent pour mes études, mais moi je voulais avoir une 2 chevaux, tout ça. Dans une 2 chevaux, j'avais payé 100 francs à l'époque. Il n'y avait pas de frein, vraiment. Mais à l'époque, ça valait, et voilà. Mais enfin, une fois réparé, elle roulait. Donc si vous voulez, j'ai travaillé dans le centre social à la Morlette, dans les quartiers nord de Marseille, qui était un centre social intéressant parce que c'était un centre social construit, un grand ensemble construit que par des enseignants communistes, qui était à l'avant-garde de ce qu'on faisait à l'époque en matière de logement. Des loggias, les voitures d'un côté, le jardin de l'autre, une crèche, une garderie, un centre social. Enfin, c'était le résumé des thèses urbanistiques des années 70. Et moi, j'étais purement grognou, je faisais la comptabilité bas de gamme, mais du coup, j'étais pris dans ces réflexions, les bagarres entre les bandes, tous ces sujets-là. Puis c'est un quartier que je fréquentais un peu. Bon, c'est vrai, quand je suis retourné après comme élu local,
C'est terrible, quoi. Parce que ce grand ensemble, devant chaque porte, il y a un dealer. Il n'y a pas de portal au grand ensemble, donc c'est ouvert sur la rue. Alors que quand j'étais élu, je me suis à un moment occupé des poubelles. Mon problème, c'était de mettre des barrières, que les camions puissent aller chercher les trucs de l'autre côté du mur pour que tous les gens du quartier déposent pas. Enfin, je sais pas, le b.a.-ba de l'urbanité, du respect des gens, quoi. Évidemment, si c'est open. Et c'est terrible, quoi, de se dire un truc comme ça. Et Ravier habite là, par exemple. Et je me dis, bon, mais si j'avais habité là, je voterais quoi? C'est facile de dire, mais tous les gens que je connaissais, ils sont morts ou partis. Madame Pratali, qui était la présidente, Madame Ravier était une administratrice de gauche du centre social. Donc, si vous voulez, c'est des quartiers qu'on a laissés abandonnés. Donc ça, c'est un peu le fond de ma perception. Et puis, si vous voulez, j'ai toujours été très lié à l'Algérie, quoi. On le voit bien dans le bouquin, parce que je ne suis pas pied noir. J'ai beaucoup d'amis pieds noirs. Des deux côtés, j'avais des copains juifs pieds noirs dont l'appartement avait sauté, parce que c'était du l'autre côté. Et puis j'ai des copains pieds noirs ici, il y en a beaucoup qui étaient des pieds noirs, des gros pieds noirs même. Et puis, bon, j'ai publié beaucoup dans la maison d'édition d'auteurs algériens, Maïs Abbé, tout ça. Bon. Et donc, je suis allé en Algérie, en plein milieu de la guerre civile. Et si vous voulez, à Marseille, l'Algérie, dans mon enfance, c'était là, quoi. Je veux dire, les attentats, les réunions plus ou moins discrètes avec le FLN de mon père, évidemment l'arrivée des pieds noirs, le fait qu'il n'y avait personne, leur abandon total quand ils sont arrivés. Mes copains à l'école étaient souvent pieds noirs. Ils m'ont dit, tu viens nous aider pour porter les valises. Moi, je n'étais pas du tout pour les pieds noirs, mais ce n'était pas la question. Donc, vous voyez, tout ça, je l'ai vécu depuis longtemps. Voilà. Et au fond, c'est ça à la base de mon analyse. Mais c'est ça aussi, les dealers, c'est pareil. Vous voyez, quand j'étais élu, j'ai demandé un jour à un jeune, on va faire le tour des collèges, tu me dis s'il y a des dealers. Le mec, il en trouvait tout le temps. Moi, je ne voyais rien. Je sais pas avoir un dealer, moi. Mais lui, il voyait. Il y en a partout. Alors les discours sur on a supprimé 80 points de deal, oui c'est gentil, on les a déplacés de 200 mètres. Alors ça s'appelle supprimer ça. Il y a 40 morts à Marseille. Enfin, c'est incroyable. Et quand j'étais élu à Marseille, j'ai été 6 ans conseiller municipal et vice-président de la communauté urbaine. Moi je m'étais fait élire pour transformer le Vieux-Port. Ce que j'ai fait, je suis un des rares intellos qui se passe sur le Vieux-Port avec joie. Je passe sous l'ombrière, je me dis putain quand même, tu as fait ça quoi. Pour un intello, c'est rarissime quoi. Et je disais ça à certains grands élus de la ville. Il me disait, mais Jean, tant qu'ils se tuent entre eux, qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce que ça fait? C'est des jeunes Marseillais, et d'accord, à la peau sombre, musulmans, souvent, parfois barbus, qui s'entretuent. Parce que le client, lui, il achète à un Algérien. C'est les travaux de l'Intérius là-dessus qui est très intéressant. C'est-à-dire, pour un dealer, pour un type qui veut de la drogue, le commerçant, c'est un Algérien. Donc, même dans les réseaux, ils mettent comme commerçant l'Algérien. S'il y en a d'autres qui sont français, espagnols, grecs, tout, ceux-là, on ne les met pas devant parce que le client ne va pas se précipiter. Et ce qui est très surprenant, c'est que dans les quartiers nord de Marseille, très souvent, on envoie les filles vers 2h du matin acheter la drogue parce qu'ils leur font des prix. Mais il y en a pas. Elles remontent un peu leur jupe, elles roulent un peu, mais il n'y en a pas une qui s'est fait attaquer. Donc je veux dire, l'idée de la violence, c'est compliqué. Ils ne sont pas cons, ces mecs. C'est des commerçants. S'ils commencent à sauter sur les filles qui viennent acheter de la drogue, leur point de deal, c'est plus efficace pour supprimer le point de deal que la police. Il n'y a plus personne. Et les mecs me disaient, tu commences, j'envoie ma copine, elle a des prix. Et après, il se retrouve en boîte de nuit. Parce que, une fois qu'il a acheté la drogue, tu vas où ce samedi? Bon, et les mecs, à l'époque, c'était les Clio noirs, leur bagnole. Ils adorent les petites voitures noires et tout. Et ben, ils se retrouvaient dans la même boîte de nuit, ils dansaient ensemble, ils finissaient parfois la nuit ensemble, parce que quand même, passer une nuit avec un dealer, c'est marrant. Et pour un dealer, passer une nuit avec une bourgeoise et quartier sud, c'est rigolo. On dirait qu'on est dans des mondes séparés. C'est pas vrai. Et c'est marrant parce que j'étais à Paris cette semaine, il y a le serveur du bar qui vient, le cuisinier, il vient me dire, je vous écoutais à la télé. Ah ouais, c'est bien ce que vous dites, parce que moi j'habite en Seine-Saint-Denis, mais il y a des rapports géniaux avec les voisins. C'est quoi ce discours de guerre civile? Alors je dis pas que ça existe nulle part non plus, mais en gros, dans ce pays, il y a 2 lieux de violence. L'autre jour, je me suis un peu engueulé avec Alain Brouwer parce qu'il dit que la violence explose. Je dis non, la violence n'explose pas. Il y a une violence autour de la drogue qui explose parce qu'on a une politique débile. Il y a une violence autour des services publics parce qu'ils ne rendent pas le service pour qu'on les paye. L'école, l'hôpital, les élus locaux, etc. Donc il y a 2 poches de violence liées l'un à une gestion absurde, l'autre à un dysfonctionnement des services. C'est vrai qu'il y a des violences dans les urgences, mais quand vous avez quelqu'un de votre famille qui attend pendant 4 heures, vous devenez méchant. Bon. Donc il y a des violences qui répondent à des crises sociales ponctuelles. La société n'est pas plus violente, c'est pas vrai. Quand j'étais élu, j'avais une assistante, je la faisais déplacer la nuit dans des coins pas bien éclairés. Et je la faisais déplacer, par exemple, entre le Mucem et le Vieux-Port.
Et il y a les forts, et donc la nuit, ils mettaient des bus garés. Ça devenait un parking de bus. Résultat, les filles, enfin les garçons aussi, mais pour aller du Mucem au Vieux-Port, qui étaient 2 lieux de la vie nocturne, il fallait passer entre les bus et les murs. Il y avait 1 mètre, on n'y voyait rien. C'est-à-dire, le problème de l'insécurité, c'est d'abord pour les dames, jeunes, excusez-moi, plutôt, encore qu'on peut aussi violer des dames de 80 ans, et donc c'est la continuité du trajet, c'est-à-dire comment je vais d'un point à un autre, et comment, dans ce point-là, je suis en sécurité. Or, plus les femmes attiennent de l'autonomie, et plus il y a des personnes âgées dans la société, plus, au fond, le niveau de sécurité publique doit augmenter. Parce qu'effectivement, se trouvent des gens plus fragiles. C'est sûr qu'un type, quand les ouvriers, je le raconte dans mon bouquin, mais quand les mecs sortaient de bio en cours, vous n'aviez pas intérêt à les emmerder, parce qu'ils vous mettaient la tête au carré, moins de 2. Moi, quand j'étais jeune à Marseille, il y avait des batailles, des mecs attaquaient à coups de chaîne de vélo. Bon, c'était pas brillant, d'abord, c'est pas nouveau. Ce qui venait, c'est marquer leur colère de ne pas être invités. Et de ne pas accéder aux filles, il faut dire les choses comme elles sont. Le but, c'était les filles, mais comme ça a été dans certains drames récents, où effectivement, la question de l'accès aux filles se pose d'autant plus que dans les populations récemment immigrées, les filles ne sortent pas, elles sont complètement sous le contrôle des familles, et donc je dirais que l'espace amoureux, moi, je vais vous dire une chose pour le dire brutalement, ce qui manque le plus dans les quartiers, c'est la baise. Et je suis violent en disant ça, mais l'espace amoureux, les jeux amoureux. Vous pouvez pas avoir un jeu amoureux. Si la fille elle est au 6e étage, vous voyez, mais je veux dire, devant les copains, vous avez l'air nul. En gros, on a l'image dans les quartiers qu'il y a des saintes et des putes. Ben, la vie, c'est justement ni les saintes ni les putes. Je veux dire, dans la majorité des cas, c'est des sentiments amoureux, c'est des relations un peu ambiguës. En plus, ils ont une culture purement pornographique, puisqu'en dans ce pays, on autorise les films porno en permanence. Il suffit de taper sexe et fouet, vous avez une fille en train de se faire fouetter. C'est inimaginable. Et c'est quand même pas compliqué d'interdire certains mots, certains montages. C'est inimaginable. Donc, ils ont cet imaginaire. Et comme aujourd'hui, le lieu de la rencontre sentimentale, c'est plus la fête de quartier, c'est plus la réunion syndicale, c'est plus les jeunesses communistes, tout ça a disparu. Ben, c'est pas la mosquée, puisque les garçons et les filles sont séparés. Donc, ceux qui se rencontrent aujourd'hui, c'est dans les vacances. Et ceux qui n'ont jamais de vacances, ceux qui partent en week-end, ils n'ont pas cet espace. Et donc, on est là dans une situation de pénurie sexuelle, dans une société hyper sexualisée. Et d'ailleurs, en ce moment, on a un recul des pratiques sexuelles dans toute la jeunesse. Mais en particulier parce que cette partie-là de la jeunesse, parce que quand on fait des statistiques, c'est toujours des moyennes. Mais cette partie-là de la jeunesse, elle est importante, c'est 20% des jeunes, c'est pas une petite partie. Elle est effectivement exclue du jeu. Et à un moment, elle définit la norme. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, d'avoir une relation amoureuse, avec tout ce que ça entraîne de jeux, de difficultés, de transport à l'arrière des mobylettes, etc., ça a quasiment disparu, y compris parce que c'est plus le code social. Aux États-Unis, ils ont négocié entre les représentants de la communauté noire, on va dire pour le dire comme ça, puisqu'à l'époque on les appelait les blacks, et puis j'allais dire l'État. D'une part, pour je me déclare comment dans les recensements, et d'autre part, effectivement, quel mot on utilise. On aurait pu dire black. Bon. Ils ont décidé de faire afro-américain. Et je pense que nous, on a le même problème. Il faut faire afro-africain, afro-méditerranéen. Parce que la question, c'est que quand vous vous promenez dans la rue, l'autre jour, une grande journaliste me dit « Je suis allé dans un supermarché, c'est terrible, il n'y avait que des Arabes. » Je dis « Mais c'était pas que des Arabes, il y avait des Syriens, il y avait des Français, il y avait des... » Et effectivement, dans ce quartier-là, ils sont bronzés. Ce qu'elle voulait me dire, c'est qu'ils étaient bronzés, en fait. Bon. Et donc, on a un problème de négociation. Et en Europe, c'est, je ne sais plus, 40 ou 50 millions de population. C'est un groupe énorme, c'est quasiment un État. De gens qui viennent d'Afrique, pour qui l'Afrique est le lieu secondaire, qui ont des résidences secondaires, etc. Donc là, il y a un premier sujet. Le deuxième sujet aux États-Unis, c'est qui définit qui je suis ? C'est moi. Vous êtes noir, vous mettez que vous êtes blanche, c'est votre problème. C'est-à-dire, la définition de l'identité visuelle, c'est un peu la même question sur les genres. Vous êtes un garçon, vous êtes une fille, c'est vous qui faites la croix. Vous êtes un garçon, vous êtes une fille, vous êtes transgenre, c'est votre problème. Je veux dire, l'État n'est pas là pour définir ni vos pratiques sexuelles, ni vos couleurs du peau, surtout quand on sait qu'aux États-Unis, comme la plupart des filles noires ont été violées au 19e siècle, en fait, des gens toutes noirs, il n'y en a quasiment pas. Des 100% blacks depuis 6 générations, en réalité à cause des viols. Donc du coup, il y a déjà, je veux dire, le métissage, en fait, c'est des noirs souvent très métis, plus ou moins métis, etc. On le voit bien avec Obama, avec tout ça, il y a des mélanges, comme chez nous. Parce que chez nous, à la troisième génération, il n'y a plus que 10% des couples endogames. C'est-à-dire, en gros, à la troisième génération, des Algériens avec des Algériens, des Maliens avec des Maliens, etc., il n'y en a plus que 10%. Donc, en fait, on est dans ce phénomène-là. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'accepte pas l'idée que c'est la suite de l'histoire coloniale. En 62,
Moi, depuis le début que je fais de l'édition, j'ai dit, quand j'ai créé cette boîte, on va s'intéresser aux liens culturels avec l'Algérie et avec le Vietnam. On est les premiers à avoir republié les écrivains vietnamiens depuis Dien Bien Phu. Et pareil en Algérie. Et pourquoi? Parce que les liens culturels continuent. Les liens érotiques, les liens familiaux, etc. Y compris que eux, ils rêvent de certaines choses de la France. Et quand il se passe, par exemple, des incidents dans les banlieues, ça fout en rogne la moitié de l'Afrique. Donc c'est pas simplement chez nous. Bon. Pourquoi? Parce que l'histoire coloniale, ça fait partie de l'histoire de France. Moi, je ne comprends pas ces discours de dire il faut réécrire l'histoire. Oui, il y a eu les guerres de religion. Oui, on a eu les Cathares. Oui, on a eu les Vaudois. Oui, on a eu, après la Révolution française, ce qui s'est passé là-bas. Oui, on a eu la colonisation. On a décolonisation. Comment on avance? Est-ce que c'est bien ou pas bien? On peut passer sa vie à ça, ça rime à quoi? Est-ce qu'on va discuter pour savoir si la Saint-Barthélemy c'était bien? Bien sûr qu'a priori, massacrer plein de gens qui n'avaient rien demandé, c'est horrible. Mais je veux dire, on ne passe pas notre temps à rediscuter. Et puis c'est compliqué, c'est des périodes de guerre. Regardez les Cathares, est-ce que c'était bien? Ici, on est en territoire vaudois. On est à la limite du territoire vaudois. Ici, moi, j'habite exactement à la bordure entre le territoire vaudois et le territoire catholique. Ma ferme est entre les deux. Bon. Donc, ils se sont massacrés. Ici, les filles vierges, ils les ont brûlées dans le four, et vivantes. Et les filles pas vierges, ils les ont jetées dans des remparts, à Mérindol, à côté. Donc c'est pour dire que ces violences horribles qu'on voit, par exemple, le 7 octobre en Israël, en réalité, on les a vécues ici. Donc c'est pour dire que, là, je suis assez d'accord avec Norbert Elias, il y a un progrès de la civilisation. Mais il ne faut pas toujours vouloir revenir en arrière. L'histoire coloniale fait partie de l'histoire de France. Est-ce que c'était bien ou pas bien? Est-ce que pendant la guerre, le fait d'avoir les colonies, ça nous a aidés pour lutter contre le nazisme? Beaucoup d'Africains l'ont fait, plus ou moins volontairement, mais qui était complètement volontaire? Je veux dire, quand il y a la guerre, vous êtes un peu obligé d'y aller, parce que, bon, on dit, ils ont choisi, quand il y a la guerre, est-ce que mon père, est-ce qu'il a choisi en 1939 d'être militaire, et mon grand-père en 14? Je veux dire, bon, tous les jeunes allaient à la guerre, quoi. Dire que c'est un choix, c'est pas comme d'aller au cinéma, quand même. Donc, sur toutes ces questions, il faut avancer. Et dire, oui, effectivement, la colonie fait partie de l'histoire française. Oui, il y a 20% des gens qui sont d'origine coloniale. Ces gens, ils n'ont pas la même culture. Et ces gens, est-ce qu'on veut les franciser ou est-ce qu'on veut utiliser leur biculturalité? C'est ça la question que je pose, au fond. Est-ce qu'on veut faire comme si on ne voyait pas qu'ils étaient musulmans, qu'ils étaient bronzés, qu'ils avaient les cheveux frisés, qu'ils avaient des comportements, et qu'ils avaient des liens culturels, qu'ils allaient en vacances avec le Maghreb? C'est compliqué au Maghreb. Ils vont, ils fument du hache. Ils arrivent, ils n'ont pas le droit de vin. Ils rentrent à Marseille, ils boivent du vin, ils n'ont pas le droit de hache. Comment vous voulez que ça fonctionne? Il y a une mondialisation des vices, et c'est quand même la moindre des choses que d'en parler tranquillement. Le vice, ça fait partie de la vie. Bon. Donc, si vous voulez, cette question de la place de la colonie comme épopée française, et c'est une épopée française. Après, qu'effectivement, ça soit un acte de domination, mais bien entendu, que ça soit souvent totalement scandaleux, mais bien entendu, n'empêche que c'est une épopée française. Moi, je suis d'autant plus tranquille que mon grand-père était militaire de carrière. Il n'a jamais voulu servir en Afrique. Il a dit, moi, je suis allé dans l'armée pour défendre la ligne bleue des Vosges. C'était ça son sujet, c'était un Vosgien. Donc son question, c'était de bloquer les Allemands. Après 1870, 1914, etc. Il s'est battu en 14-18, il s'est rebattu en 39-40. Mais contre la ligne bleue des Vosges, il a toujours refusé le service en colonie. Donc tous les militaires n'étaient pas pour la colonisation. D'ailleurs, des gens comme... il y a des gens merveilleux qui n'étaient pas... Donc il ne faut pas... Voilà, on ne peut pas effacer une épopée. Il faut au contraire, si on n'accepte pas que c'est une épopée, on n'accepte pas qu'elle a des enfants chez nous qui sont des biculturels et qui sont venus parce qu'on leur a appris le français. C'est nous qui sommes allés leur apprendre le français. Ils ne nous avaient rien demandé. Il y a 700 millions de locuteurs français et il y en aura de plus en plus. Le français va être la deuxième langue dans une Afrique où il y aura 2,5 milliards d'habitants d'ici une vingtaine d'années. Donc je veux dire, il faut considérer ça comme une richesse parce qu'on n'empêchera pas qu'ils sont français. Regardez Manouchian qui vient d'être panthéonisé. Mais pas Manouchian, il a été panthéonisé parce qu'il a appris le français au Liban. Parce que quand ses parents étaient assassinés, il a eu la chance d'être dans un orphelinat à Beyrouth. Et qu'à Beyrouth, le prof lui a appris le français. Et que du coup, il a voulu venir en France et qu'il a lu Victor Hugo, les grands auteurs, etc. Et qu'il est devenu poète et résistant, etc. Mais c'est bien parce que ça passe par la langue. Bon, nous, on a amené la langue et on ne la défend pas. Il y a débat en ce moment au Maroc pour savoir si on continue à enseigner en français. En Algérie, c'est en train de se terminer. Mais c'est totalement insensé. Il y a un capital énorme de liens. Et on n'est pas capable de comprendre qu'effectivement, c'est les enfants de la colonisation, dans notre société, et en face. En face, c'est pareil. Regardez ce qui est passé en Afrique de l'Ouest. C'est quoi cette histoire où on prétend donner des leçons? Alors au Tchad, on s'associe avec un type fils de dictateur de père en fils. On dit qu'il est génial. Le pays d'à côté, on dit que c'est un salopard. Moi, je ne fais pas bien la différence entre deux généraux de troupes militaires. Donc, vous voyez, c'est compliqué, quoi. C'est quoi cette façon de donner des leçons? Alors que, de fait, on va être 450 millions en Europe. Ils seront 2,5 milliards. Et donc, il n'y a pas de secret. Soit ils se développent, soit ils arrivent.
Et s'ils arrivent, ils vont se noyer massivement. Il y a déjà eu 30 000 noyés en Méditerranée. J'avais fait un livre sur les noyés en Méditerranée il y a quelques années. Mais si effectivement on ne comprend pas ça, moi je dis l'Europe doit devenir la Sorbonne de l'Afrique, et particulièrement la France. Mais dans des savoirs, le savoir agricole, le savoir de l'irrigation, le savoir du solaire, le savoir du vent, tous ces savoirs, ils les ont pas. Quand on regarde ce qui se passe au Soudan, c'est des guerres encore entre les nomades et les sédentaires. Je veux dire, c'est la vieille question, comme partout, comme il y a aux États-Unis, dans les westerns, on voit que ça. Mais en Afrique, dans certaines parties de l'Afrique, c'est la même chose. Donc, il ne s'agit pas de leur imposer, il s'agit de leur mettre à disposition. Moi, je serais pour que les 480 000 fermes françaises soient jumelées avec une ferme en Afrique. 480 000. Que le paysan français, il aille de temps en temps là-bas, il voit le monde, et que du coup, il ait des ouvriers agricoles qui viennent. On a fait longtemps ça avec l'Espagne. Ici, je connais plein de gens qui sont mariés avec des Espagnols parce qu'ils avaient des liens, ils allaient en vacances en Espagne, et les mecs venaient faire les vendanges, et particulièrement, ils étaient accompagnés de jeunes Espagnols, et ici, on avait un certain nombre d'agriculteurs qui avaient du foncier, mais pas de femmes, donc on voit bien comment les histoires d'amour se sont nouées. Il faut faire pareil avec l'Afrique. On a perdu 1 million d'emplois ouvriers en 30 ans. Et on a créé 1 million de postes de fonctionnaires. Et du coup, on se retrouve avec un débat sur les surnormes en agriculture, mais on pourrait prendre dans d'autres dossiers. On a eu une utopie, sous Giscard d'Estaing, même peut-être un peu avant, après le gaullisme en réalité, d'être un pays totalement tertiaire, développé sur le tourisme, développé effectivement sur les grandes écoles, etc. Et du coup, d'être un pays qui allait se désindustrialiser, mais ce n'était pas grave parce qu'on avait de l'argent qui allait venir par ailleurs. Et le tourisme, nous, on serait bon, c'est encore. Après, c'est en partie une réalité parce que le tourisme en France, c'est presque 100 millions de visiteurs, etc. Mais au fond, on a eu cette utopie. Et dans cette utopie, il y avait l'idée qu'il valait mieux avoir un costume cravate et les mains bien propres que d'avoir de la graisse quand on rentrait chaud avec de la graisse sous les ongles. Bon. Avec aussi un imaginaire érotique et féminin qui était en gros qu'un mec qui a les mains calleuses, c'est moins bien que se faire caresser par un mec qui a les mains douces. Bon, je schématise vulgairement, mais à un moment, il faut dire les choses sur les discours. Parce qu'une des forces de Pisani, quand il a fait la grande politique agricole qu'il a fait au début des années 60, c'était 3 pieds. C'était d'accord, la mécanisation, ok, c'était la chimie, ok, et c'était l'intimité des couples, la séparation des familles, le financement des salles de bain, etc. C'est-à-dire que les jeunes femmes étaient traitées comme des jeunes femmes urbaines, alors qu'elles étaient sous la domination des belles-mères dans des endroits où on se lavait encore dans la cour, pour schématiser le modèle. Donc, et du coup, on a dit, en contrepartie, on va passer de 2 millions de fermes, peut-être, à 500 000. On a fait tout ça, mais le mode de vie de l'individu, et notamment des femmes, était perçu par Pisani. C'était un des éléments de sa révolution agricole, si vous voulez. Bon. Et il ne faut pas oublier ça, parce que la vie, elle est à un moment... aujourd'hui, par exemple, 80% des femmes d'agriculteurs ne sont plus dans l'agricultrice. Ils ne sont même pas mariés. Elles ont le même taux de non-mariage que les autres. 63% des bébés naissent hors mariage dans ce pays. Ça veut dire qu'elles ne sont pas dans la transmission du foncier. Elles n'ont pas épousé un agriculteur pour accéder à la terre. Elles ont épousé un mec parce qu'elles étaient amoureuses. Qu'ils soient agriculteurs ou pompiers, ce n'est pas leur problème. Alors, si vous voulez, on a construit une société tertiaire dont on ne sait plus sortir et qui correspond en plus tout à fait au modèle parisien. C'est-à-dire qu'on a une enclave sur le territoire où il y a 2 millions de personnes. Et cette enclave est extrêmement haut de gamme, très cultivée, etc. Ils ont généralement une résidence secondaire. Il y a 4 millions de familles qui ont une résidence secondaire en France. Il y a 430 000 Parisiens qui ont quitté Paris pendant le début du Covid. 430 000 sur 2 millions. C'est énorme. C'est quasiment 1 sur 4. Et ça veut dire, si vous voulez, qu'effectivement, on a là une enclave qui se détache de plus en plus du corps de la nation, qui est effectivement très diplômée, qui va au théâtre, qui sait où parler des derniers spectacles, etc. et tout ça. Et moi, j'y vais 1 ou 2 fois par mois. J'aime beaucoup ce monde. Mais il est hors sol. Et dans les autres pays, c'est très différent parce que Washington, c'est New York, la grande ville, c'est pas Washington. Il y a des séparations. C'est la même chose en Italie. La grande ville, c'est Milan. C'est l'Italie du Nord, c'est pas Rome. On pourrait dire la même chose en Espagne. Les conflits avec Barcelone, on pourrait prendre plein d'exemples. Nous, on a tout au même endroit, y compris les journalistes qui sont effectivement formés sur place, qui ont le même discours et qui, du coup... Ils sont souvent un discours de gauche très sympathique, avec un phénomène de culpabilité. C'est-à-dire, comme ils ne connaissent pas ces trucs, ils en rajoutent dans « c'est invivable ». Et les mecs en face leur disent « oh là là !» Oui, c'est vrai qu'il y a 20% des agriculteurs qui vivent sous le SMIC, mais il y a 80% qui vivent au-dessus quand même. Et puis, il y en a une partie qui vivent très très bien. Donc, comme dans tous les groupes sociaux, on entend le micro qu'à celui qui dit « moi j'ai même pas 900 € par mois ». Et c'est vrai. Et donc, ça veut dire qu'on a un énorme problème avec les petits revenus en agriculture. Mais comme dans la maçonnerie, comme dans la littérature, même je vous dis, parce que quand je vois les revendications des auteurs sur les droits d'auteur, dans tous les milieux, il y a ça. Donc, mais comme on ne connaît pas, on ne va jamais sur le terrain.
Qu'est-ce que c'est qu'on diffuse comme message? On diffuse comme message les messages d'un groupe qui est allé au même spectacle, qui a les mêmes pratiques, qui prend ses vacances en même temps. On voit très bien, à un moment, le présentateur n'est plus là. Ah, ça y est, c'est les vacances. C'est les vacances où? À Paris. Donc le présentateur a changé. Et donc là, on vit dans une espèce d'univers en train de s'étouffer, totalement bureaucratisé, qui effectivement a monté des systèmes, notamment de prélèvement obligatoire, etc., parce qu'il ne considère pas que les acteurs sont intelligents. Ils considèrent, ah non, t'as pas fait d'études. Un mec qui est paysan, qui a une connaissance de la nature, du soleil, du vent. D'abord, la majorité des agriculteurs aujourd'hui ont le bac, donc c'est pas non plus exagéré. L'image de l'après-guerre, on fait un petit gosse à la fin qui va porter la succession pour que les autres s'en aillent, avec l'idée qu'il était bas du capot, ce discours absolument dégueulasse qu'on a porté sur l'agriculture, on voit bien que c'est plus l'actualité. Les écoles agricoles sont pleines de jeunes filles, et de jeunes hommes et de jeunes filles, etc. Donc là-dessus, si vous voulez, on a construit une espèce de mépris des gens qui utilisent leurs mains. Alors, on est en train d'en revenir. On fait des politiques sur l'artisanat. Il y a 100 000 emplois disponibles dans le travail du bois, par exemple, en ce moment. Parce que tout le monde veut du bois depuis le Covid. Tout le monde veut du bois. Parce que le bois, ça sécurise, ça fait chalet de montagne, donc on met des parquets, on fait des tables. Et donc, si vous voulez, donc c'est ça qui se passe dans cette société. Et du coup, au lieu de le valoriser, vous voyez, les agriculteurs, c'est pareil. J'ai fait une intervention dans des agriculteurs, il y a des artisans. Il faut les valoriser comme artisans. Et puis il y a les grandes cultures, il faut les valoriser comme... Mais ne me faites pas la moyenne entre les deux. Je veux dire, entre un artisan comme ça, qui a 3-4 salariés, qui font des escaliers, qui font des trucs un peu... Souvent d'ailleurs chez les gens riches, mais pas uniquement, mais plus. Et puis effectivement, la menuiserie qui sert à faire les poutres, on peut les mettre dans la même catégorie statistique, ça n'a rien à voir. C'est la même question. Donc il faut qu'on sorte de cette société bureaucratique. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne que la plupart des gens ne vivent pas dans les grandes villes. 60% des Français ont un jardin. 4 millions de familles ont une résidence secondaire. Souvent, les gens du cœur des grandes villes, on pourrait presque dire c'est le modèle haussmannien, quoi. Si je pousse un peu, c'est un peu Haussmann plus la résidence secondaire, qui souvent a aussi un jardin. Donc, on est une société qui garde un rapport à la nature extrêmement puissant. On a des zones où il n'y en a pas. Quand vous allez dans une périphérie, une banlieue, première chose qui manque, c'est la nature. Il y a du goudron partout. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de verdure. Alors que ces cultures qui sont venues du Sud sont des cultures du jardin, mais des cultures du jardin clos. Ce n'est pas une culture du parc, même s'il y a de très beaux parcs à Alger. C'est une culture du jardin dans une zone de désert où les jardins sont fermés, dedans il y a de l'eau. Enfin, ils ont un art du jardin qui est lié à leur culture historiquement. Je pense que souvent je dis, attendez, nous on dit toujours en France il y a deux cultures de la nature, il y a les protestants et les catholiques. Non, il y a les protestants, les catholiques et l'histoire musulmane, qui est effectivement, on va dire africaine, mais ils ne sont pas tous musulmans. Et ça aussi, ça joue. C'est-à-dire comment on aménage les périphéries, ce que j'appelle moi les faubourgs, pour effectivement la culture des populations, pour qui c'est un lieu de passage, pour qu'ils y retrouvent leur code. Mais si vous voulez, quel est l'objectif? L'objectif, c'est qu'il y a 2,5 milliards de mecs, on est 400, ça Sarkozy avait raison, on est 450 millions. Ça, la situation, on la connaît. Bon. Quand c'est comme ça, il y a deux solutions. La migration ou le développement. Il n'y a pas d'autre. En plus, avec le réchauffement climatique, on voit très bien qu'il y a des zones qui deviennent... Il faisait 36 degrés à Marrakech la semaine dernière. Je veux dire, donc bon, il faut bien voir ce qui est en train de se passer, le réchauffement climatique, et puis il y a un besoin énorme de manœuvre en Europe. Gigantesque. Bon. Tout simplement parce qu'on fait beaucoup moins d'enfants et qu'on vit plus longtemps et qu'on a mis en place un système de retraite qui sera encore un sujet de discussion parce qu'il a une forme d'absurdité, mais je veux dire qui fait qu'effectivement, on est de plus en plus longtemps, on a besoin donc de créer de la richesse, et puis la révolution écologique, on est entré dans la guerre climatique, et cette guerre climatique va nécessiter des bras, des cerveaux, de l'innovation, de la force, etc. Donc, on est dans ça. La question, c'est qu'on a à peu près, je prends les chiffres là-dessus pour une fois de Jérôme Fourquet, qui dit qu'il y a 20% des gamins qui naissent qui ont un prénom d'origine maghrébine. Disons qu'il y a 20% des enfants qui sont plus ou moins issus de la culture coloniale, ou qui se reconnaissent comme issus de la culture coloniale, même s'ils ne peuvent pas être 100% colonial, parce que heureusement la vie est métissage. Bon. Est-ce que ces gens, il faut considérer qu'ils sont biculturels et qui vont nous servir pour que nos entreprises aillent faire du business en aidant l'Afrique à se développer? Ou est-ce qu'on va considérer qu'il faut d'abord qu'on les lave bien, qu'ils aient l'air moins bronzés, moins blancs, moins musulmans, et qu'en gros, on leur apprenne l'anglais pour remplacer leur culture arabe ou le wolof ou autre? Bon, c'est ça la question qui est posée. Moi, je dis simplement, on a là une puissance de développement économique. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis très business, hein, et je ne veux pas qu'on augmente les subventions. D'ailleurs, les jeunes des quartiers, ils ne veulent pas être fonctionnaires. Hein.
C'est pas ça qui les intéresse. Déjà, quand j'étais élu, ce qui les intéressait, c'est comment, avec l'aide sociale, je peux essayer de la détourner pour faire un petit capital de départ pour m'acheter un taxi. C'était ça le vrai sujet. C'était pas du tout, je veux une pension pour mon asso. C'était, attends, comment je fais pour détourner? Quand j'étais élu, on en discutait. Comment on fait pour transformer une aide sociale en micro-investissement de départ? Pour un salon de coiffure, pour un taxi, etc. Bon. Parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est être des indépendants. Ils ont une culture de l'indépendance, ils n'ont pas du tout une culture de l'assistance. Et on leur propose de l'assistance. Et mais attends, moi je veux un Uber, comment je fais pour m'acheter le taxi? Ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, les 3 milliards de la drogue, il ne faut pas rêver, du hashish seulement, du hashish. Alors maintenant, j'ai vu qu'il y avait en Belgique, maintenant, ils revendiquent la libération de la cocaïne. Ça, je n'y avais pas encore vraiment réfléchi. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réguler. Enfin, on sait tous qu'une grosse partie des élites sociales en prend. Donc à un moment, je veux dire, comment on fait pour que ça soit cadré? Parce que dans la vraie vie, il y en a. Donc bon, c'est toujours pareil. Vous savez, la sécurité dans un pays, c'est le niveau de violence tolérable. Et il change. On en a parlé tout à l'heure. Il est clair que la majorité des Français sont pour l'allégation du H. Le comité économique et social a fait un rapport favorable à l'allégation du H. Il y a eu un débat à la Chambre, il y a eu un comité. Donc à un moment, et puis surtout, le H est en train d'être légalisé en Allemagne sur un modèle coopératif qui est intelligent. Au Portugal, il y a longtemps que c'est le cas, sur un modèle très dur en termes de com. Au Canada, ils sont allés chercher les gros dealers en tôle. Ils leur ont dit, voilà, on passe l'amnistie. Tu vas dealer, on va te filer le H et tu vas te rester dans le même quartier, au même endroit. Ce qu'on veut, c'est que le dealer soit dans son quartier d'origine pour que l'argent se diffuse. Que les 3 milliards, là, où ils vont ces 3 milliards? Une grosse partie va à Dubaï maintenant, et une grosse partie sert à ouvrir des stations-service et des coiffeurs au Maghreb. Il ne faut pas rêver, ou peut-être un peu mieux, mais je veux dire, c'est des gens qui ont fait très peu d'études, donc bon, leur imaginaire, c'est quand même la beauté de la femme et l'automobile. Bon, il faut plutôt les aider à faire de la high-tech, etc. Donc, si une partie de cet argent servait à développer nos quartiers, ça serait bien. Et surtout, les autres auraient moins peur. Donc les autres pourraient plus sortir. C'est impossible la vie dans les quartiers. Vous n'osez pas sortir le soir. C'est-à-dire, c'est inhabitable. Alors, une partie de ces quartiers sont inhabitables le soir, notamment pour les femmes. Donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et c'est pour ça que je plaide pour qu'on arrête de les appeler des quartiers, que ce soit des lieux de passage, et que donc on fasse tout pour que les mecs traversent. Et donc traversent dans un sens ou dans l'autre. Si par exemple on met des écoles agricoles dans les quartiers, on considère que ce qui nous manque d'abord dans l'agriculture chez nous, mais en Afrique, il faut apprendre l'irrigation, il faut apprendre la mécanisation, il faut apprendre la culture bio, il faut apprendre le soleil et le vent. Bon, et ils ont besoin d'être formés. Et ben, ça doit être des métiers qu'on apprend dans nos quartiers, parce que les trucs vont circuler. Il faut se dire une chose, l'originalité de la France, depuis Colbert, c'est qu'on a découvert, avec Colbert, qu'on pouvait avoir des entreprises privées qui faisaient des chantiers publics. C'est un couple passionnant. Les Allemands n'ont pas ça. Les Allemands ont investi sur la machine. Ils sont en train de prendre, la machine-outil, c'est eux, les voitures, c'était eux, etc. Ils étaient sur la mécanique. Bon. Et ils ont été très forts, ils étaient sur les biens privés. Nous, on était sur les biens publics, mais gérés par le privé. Bon. Et c'est pour ça que des boîtes comme Bouygues, des boîtes comme Vinci, or de quoi a besoin l'Afrique? Mais d'abord de biens publics. Elle a besoin d'écoles, elle a besoin de ponts, elle a besoin de stations d'épuration, elle a besoin de... Je lisais ce matin un article sur la pollution des rivières, enfin c'est monstrueux. Et donc elle a besoin de tout ça. Et nous, on a les savoir-faire, on a les entreprises. Le problème, c'est que, évidemment, après, ce qu'il faut, c'est avoir le code culturel pour l'échange. J'allais dire que ce qu'on avait fait au moment du plan de Constantine, c'était un peu ça. Alors ça fait peut-être un peu ringard de rappeler le plan de Constantine, qui était effectivement la dernière lueur de la colonisation en Algérie. Mais l'idée n'était pas mauvaise. La réalisation, évidemment, ça avait un but d'essayer de maintenir la colonie qui était une catastrophe, mais l'idée n'était pas mauvaise. Donc, effectivement, il faut être une boîte de service pour l'Afrique. Et pour ça, il faut avoir des gens qui parlent leur langue, qui se sentent respectés. Vous savez, Marseille, 250 000 musulmans à peu près, pas de grande mosquée. C'est quoi le respect? Moi, je ne suis pas religieux, mais bon, la plus grande mosquée, elle est à Carpentras. Je suis allé voir l'imam, discuter avec lui, c'est un type fort sympathique. Et après, c'est une grande mosquée quand même. Hein. En bas, il y a les garçons, les filles, elles ne sont pas. C'est-à-dire que le même qui vous fait des grands discours sur l'intégration, vous voyez passer des filles totalement voilées, discrètement par derrière. Donc le travail, et le type est vachement bien, donc je ne critique pas. Mais ce que je veux dire, il est vachement bien dans une catégorie, il y a encore l'égalité homme-femme, il y a du travail. Il ne faut pas se cacher non plus. Et puis il y a l'attaque des salafistes qui est terrible, qui monte partout. Mais le problème, c'est que la culture populaire, qui était celle de l'après-guerre, vous voyez, j'en discutais avec Laurent Berger, on sort un livre ensemble le mois prochain. Il me disait, mais moi, dans mon quartier, quand j'étais petit, mes parents, ils étaient engagés dans l'associatif partout, etc. Et puis un jour, on a pu s'acheter une maison avec un jardin, un pavillon, et on a tout arrêté. Et on est parti. Et c'est ça qui se passe. Moi, dans les quartiers nord de Marseille, c'est ça que j'ai connu. Une culture populaire
tenu beaucoup par le Parti communiste, avec le lien social, des femmes françaises, etc. Et tous ces gens sont partis dans le périurbain, parce qu'ils avaient des problèmes de cohabitation, parce qu'il y avait des violences, etc. Résultat, il y a la culture dominante, c'est la culture musulmane, tenue par les mosquées et souvent par les salafistes. Donc il ne faut pas se cacher là son petit doigt. Si on n'est pas capable de donner un autre projet dans ces quartiers, qui est le passage, alors le passage vers la société, c'est-à-dire qui se diffusent, comme d'ailleurs la moitié le font déjà, ils deviennent médecins, commerçants, chauffeurs de bus, policiers, militaires, enfin tous les métiers d'une société moderne. Et puis les autres, ils vont être des ponts, des passeurs entre l'Europe et l'Afrique, puis ils ont les deux cultures. Alors quand on me dit, ils ont deux cultures ratées, c'est pas si simple que ça. Mais ils parlent. Regardez, quand on a voulu enseigner l'arabe dans nos écoles, quasiment impossible, on ne trouve pas de profs. Mais on est où là? On a 20% des gens qui sont d'origine africaine, et quand on veut développer l'arabe, alors qu'il y a plus de cours de chinois que de cours d'arabe, c'est très bien de faire des cours de chinois. Mais enfin, ici, nous, la première question, c'est quand même la Méditerranée. L'Europe doit comprendre que, vous savez, l'Europe a du mal à comprendre qu'elle est devenue un continent maritime. Et que l'Europe n'était pas un continent maritime. Et donc les pays, ils avaient des bouts de maritimité, mais nous, on avait en Méditerranée et à l'Atlantique. On n'allait pas prendre un bateau de Marseille pour aller à Nantes. Donc il n'y avait pas l'idée que la mer, que les Américains ont toujours eue. Et ils utilisent énormément la mer pour le transport, des deux côtés, mais aussi parce qu'ils ont le canal en bas. Bon. Et donc, on est devenu un immense continent maritime. Et il y a une pensée à avoir de l'espace complètement différente. Ça veut dire que le monde de la circulation, normalement Barcelone, Rome, ça devrait se faire en bateau. Quelle idée de faire des camions? Je veux dire, c'est absurde. Et parce que c'est direct en bateau. Enfin, je veux dire, bon. Et donc cette idée de repenser la mobilité, de repenser pas la Méditerranée, la mer en réalité. Et effectivement, nous, c'est plutôt la Méditerranée, mais la France de l'Ouest a toujours été liée à l'Afrique noire. Nantes et bien sûr et Bordeaux, ils étaient liés à l'Afrique noire par la colonisation, la traite des esclaves évidemment. Mais c'est tout simplement parce que même maintenant les vagues migrantes, les mecs ils suivent les courants et le bord de mer. Donc je veux dire, la France est liée à l'Afrique noire par l'Atlantique et effectivement au monde méditerranéen par effectivement la Méditerranée. Donc cette réflexion sur la mer comme lien et sur le fait qu'on a des populations qui ont des pieds de deux côtés, qui ont de la famille, etc., mais c'est la base d'un business, ça. L'extrême droite, c'est mon sujet depuis qu'elle existe. Je m'en suis occupé depuis le début de la montée de l'extrême droite, y compris parce que je suis Marseillais. Et d'ailleurs, j'ai été recruté à Sciences Po Paris en poste dans le Sud pour observer la montée de l'extrême droite. Donc ça fait partie de mon job, mais c'est parce que j'avais déjà écrit sur ça qu'ils m'ont recruté. Donc c'était bon. Quand la première fois qu'il y a eu une réunion publique à Marseille, j'étais assis avec Michel Peset, il y avait plusieurs politiques, il y avait moi, et il y avait à côté de moi le patron de la Méridionale, Domenech, qui avait rejoint le Front National. Je monte à la tribune, ma copine qui était avec moi me dit surtout tu lui serres pas la main, je veux dire. Je monte, il me tend la main, je lui serre pas la main. On est à côté, il me passe son crayon, sa gomme. Bon, en sortant, il me sort la main, je lui tends la main parce que bon, on avait quand même. Bon. Il y a 15 jours, je croise Chenu à la sortie d'une émission de télé. Il recule, je m'approche, je lui tends le bras. Et tout le monde rigole, et il ne savait pas quoi faire, il me serre la main. C'est-à-dire qu'on était dans un rapport inversé. C'est-à-dire que c'était lui qui, effectivement, Jean Viard, bon, oulala. Et moi qui, au contraire, disais, bon, après tous les députés de la République, je le salue, à la sortie d'une émission, on se croise dans un couloir, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Bon. Je pense que si vous voulez, on est arrivé à rien parce qu'on ne s'est pas intéressé aux gens qui travaillent avec leurs mains. Le cœur de l'électorat de l'extrême droite, c'est des périurbains qui travaillent avec ses mains. Et dans toutes les démocraties, les périurbains, qu'on a construit le périurbain depuis la guerre, d'immenses lotissements, aux États-Unis, en Angleterre. Et ce périurbain est sorti de la cité. Il est sorti de la citoyenneté, en réalité. Et on ne s'est absolument pas posé la question de comment on le remet dans la citoyenneté. Et ces gens, ils ont acheté quoi? Un terrain pas cher, c'est toujours pas cher. Les bourgeois n'achètent pas des terrains pas chers. Ce terrain pas cher, il doit être à côté d'un rond-point, pas loin d'un collège, d'un supermarché, à moins d'une heure du boulot pour les deux voitures. Bon. Et après, quand ils divorcent, qu'ils remboursent. Sur les ronds-points, il y avait beaucoup de femmes divorcées. Pour ça, parce qu'ils ont acheté des maisons à crédit. Bon.
Et c'est l'essentiel du peuple, en réalité, aujourd'hui, j'allais dire, de ce peuple qui a quitté les quartiers parce qu'ils ne voulaient pas forcément cohabiter avec les nouvelles populations. Et en plus, leur grande inquiétude, c'est que dans le lotissement arrive un descendant d'immigrés, parce que ça fait s'effondrer les prix. C'est terrifiant, parce que c'est leur grande angoisse, c'est au fond l'effondrement de leur petit capital. Et culturellement, ce petit capital est rejeté par leurs enfants qui disent « Mais attends, je m'en fous de ton petit truc, moi ce que je veux, c'est un vélo en ville pour courir après les meufs. » Donc leur histoire de quartier, de maison isolée, tout ça, ça marche pas. Donc il y a la rupture culturelle qui est aussi une grande souffrance dans ces milieux populaires. Bon, on est dans cette situation, si vous voulez. Et c'est ça qu'il faut regarder. Alors, comment on lutte contre ça ? Il y a deux façons. La première, c'est effectivement d'arrêter de considérer que les gens qui travaillent avec leurs mains n'ont pas de cerveau. À mon avis, c'est une erreur monumentale, parce que la plupart des mecs très brillants, s'ils veulent planter un clou, ils s'écrasent le doigt. Ça montre aussi que la coordination n'est pas forcément géniale. Et si je leur dis, tu as déjà conduit un tracteur, tu sais tailler une vigne, ils vont me regarder en disant, non, c'est un tel-là, il est quand même en dehors des clous. C'est pas qu'on doit tous tailler une vigne, mais regardez, d'ailleurs, c'est marrant de voir l'explosion. C'est les femmes qui de plus en plus bricolent. Bon, ça aussi, c'est toute une réflexion sur le qui, dans la maison, gère les bricolages, etc. C'est de plus en plus les femmes. Bon, c'était encore un autre sujet. Donc, ça, c'est la première. La deuxième question, c'est comment on recrée un tissu démocratique ? Il faut commencer ce travail. J'avais proposé dans un de mes livres précédents que déjà, on commence par donner 2 droits de vote aux gens aux élections locales. Je vote là où j'habite, je vote là où je travaille. Regardez Paris. Paris, vous avez 2 millions d'habitants. Vous avez effectivement dans la ville, tout compris. Bon. C'est eux qui dirigent Paris. Mais vous avez 1 million de contrats de travail dans la ville, alors qu'il n'y a que 700 000 contrats de travail des Parisiens dans la ville. Et puis il y a 2 millions de gens en plus qui rentrent tous les jours dans Paris. Qui vote ? Qui décide ? Quand on fait un truc sur les 4x4, tout ça, on demande à 70 000 Parisiens pour un ensemble qui fait plus de 5 millions d'habitants. Donc, si vous voulez, il faut redessiner l'espace de la démocratie. Quand vous avez 563 communes en Île-de-France, mais ça rime à quoi ? Parce que vous avez des petites communes qui sont devenues des trucs de bobos riches qui du coup refusent toute construction. Donc bloquent. La crise du foncier autour de Marseille, autour de Paris, c'est une crise de classe. Il ne faut pas se leurrer derrière son petit doigt. Il y a ceux qui sont dans des espaces magnifiques, bien protégés, qui ne veulent pas qu'on construise, et ceux où on entasse les gens. Notamment longtemps, c'est le Parti communiste qui se disait « je sers les gens, ça me fera des électeurs ». Et un jour, ils ont vu ressortir des Arabes qui ne votaient pas pour eux. Ils ont été extrêmement surpris, ils ont fait rentrer des ouvriers, ils ont vu sortir des Maghrébins qui ne votaient pas pour eux. Bon. Et donc, on est là-dedans. Donc, il faut redessiner l'espace de la démocratie. Et ça, si vous voulez, c'est incontournable, parce que ces gens ne votent pas. Et quand ils votent pour l'extrême droite. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc, il y a une géographie du populisme. C'est la première chose. C'est-à-dire, la géographie du populisme, c'est des gens qui ont quitté la cité, qui sont décitoyennisés. La citoyenneté, c'est l'appartenance à un groupe. Et ça, si vous voulez, c'est absolument essentiel. Et c'est pareil dans les villages. Ici, on est dans un petit village. Moi, je suis arrivé ici, il y avait 2000 habitants. On est 5000. Mais ils sont où, les 3000 en plus ? Mais ils ne sont pas encore de village. Ils sont essentiellement dans des périphéries. Moi, c'est pas la Tour, j'habite ici, mais je vais très souvent dans d'autres villages, je fais mes courses de l'autre. Enfin, bon, on est comme en ville en réalité. Bon, donc, on vit dans un quartier. Donc, si vous voulez, il y a cette question de la citoyenneté, il y a cette question de l'honneur des métiers. Il y avait des travaux magnifiques. Il faut complètement produire. Vous voyez, vous regardez une chambre comme ça, il y a 12 paysans, 12 agriculteurs. On ne peut pas continuer comme ça. Et ça, si vous voulez, et ce qui est terrible, c'est que le président Macron actuellement se referme. Le gouvernement actuel est parisien. J'ai fait un article dans le JDD il y a 15 jours qui m'a valu quelques soutiens aussi, parce que je fais exprès d'intervenir dans le JDD, évidemment, parce que normalement, je n'interviens pas dans le JDD. Mais j'interviens plus, j'étais chroniqueur au JDD à une époque. Et si vous voulez, donc ça n'a pas toujours plu, mais ce n'est pas la question. Si on veut lutter contre le populisme, il faut comprendre comment il fonctionne, il faut comprendre ces gens qui se sentent méprisés, qui se sentent rejetés, qui sont pas... On peut redire 2 mots sur la décivilisation qu'utilise le président de la République. C'est un concept qui vient effectivement d'Norbert Elias, il a raison, mais pour analyser la montée du nazisme. On n'est pas en train de vivre la montée du nazisme. Il faut quand même faire extrêmement attention. Ça a été retourné par l'extrême droite avec l'arrivée des Arabes, parce que c'est le même discours, et porté par Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, on pourra en parler, qui était le grand homme des sondages dans ce pays. Mais il n'y a pas de civilisation, il y a changement de civilisation. Et si vous voulez, ça, c'est le cadre. C'est-à-dire, effectivement, 63% des bébés naissent en mariage. La plupart des gens vont voter quand ça les amuse. Les gens aiment bien les CDD parce que ça leur permet de se tirer quand ils ont envie. Et être propriétaire, ce n'est pas une obligation. Donc on est là dans une évolution de ce qui faisait la stabilité. En gros, le but, c'était le mariage, la propriété, le contrat de travail. Alors si on ne pouvait pas avoir la propriété, c'était le contrat dans un HLM. Bon, on gardait toute sa vie, même quand les enfants étaient partis. Mais bon, on disait oui, mais pour eux, c'est son quartier, très légitime. Mais enfin, du coup, il y a des grands apparts avec 2 personnes dedans et d'autres qui n'ont pas d'appart. Donc si vous voulez, on est dans cette situation. On est une société d'extraordinaire liberté,
où les gens veulent pouvoir changer de partenaire, changer de conviction. Pourquoi ? Parce que la vie s'est allongée de 20 ans depuis la guerre. Et plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. C'est ça le monde moderne. Mais ce phénomène que plus on la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes, parce qu'à tous les âges, on peut recommencer. On peut recommencer une histoire d'amour. On peut se mettre à voter Front National alors qu'on a toujours été à gauche. On peut aller à la campagne parce qu'on se dit qu'on va avoir un chien et tout ça. Bon, on peut faire des tas de choses que ne pouvaient pas nos parents. Nos parents, leur but, c'était de nous avoir installés avant de mourir. Et encore dans les années 50, on disait toujours quand le fils s'assied au bout de la table, le père peut mourir. Et on ne disait pas, mais en gros, on pensait que quand la fille est mariée, on l'a casée comme il faut. C'était ça le modèle, mais il n'y a pas longtemps. Bon, on n'est plus là-dedans. Et donc, comment on construit les cadres politiques d'une société de mobilité et de discontinuité ? C'est ça qu'on n'arrive pas. Et du coup, les gens au pouvoir, ils ont des tas d'outils statistiques, mais les populations, elles sont ailleurs. Alors, ils disent, il faut refaire, on va réarmer. Mais qu'est-ce que vous voulez réarmer ? Si les filles n'ont pas d'enfants, c'est parce qu'effectivement, pour des tas de raisons, le réchauffement climatique, les problèmes de carrière, l'absence totale de garde d'enfants, il manque 30% de garde d'enfants. Vous savez, vous créez des crèches, vous allez voir les bébés apparaître. Parce que actuellement, si vous faites un bébé, trouver une crèche, c'est une galère, même dans les milieux aisés. Donc c'est pour dire qu'on est dans une société où on a des grands discours, alors qu'on sait très bien qu'il faut commencer par faire des crèches. C'est pas la peine de parler de tas de choses compliquées. Bon. Donc si vous voulez, le problème, mais c'est Michel Rocard disait ça, on doit gouverner avec les sociologues. On gouverne aujourd'hui avec des agences de notation d'un côté et des cabinets conseils de l'autre. Mais ce n'est pas la même chose. Eux, ils ont des sondages. Moi, je me promène sur le terrain, je discute avec les gens, j'ai des copains Front National, etc. C'est ça l'intimité, au fond, avec l'empathie. Et comme on a des élus qui ne sont plus été élus locaux, en fait, ils ne sont pas passés par l'empathie. Ils sont passés par l'accumulation des diplômes. Donc, ils sont géniaux, ils sont très diplômés, je m'entends souvent très bien avec eux, d'ailleurs. Mais l'empathie, ils n'ont pas. Et alors la politique, c'est pas tellement, c'est de gouverner la politique, c'est pas de faire des lois. On est saturé de réglementation, saturé de lois. Regardez là, ils sont malheureux parce qu'on leur a enlevé le fait de faire des lois jusqu'à l'été. Mais à quoi ça sert de faire des lois ? S'il y a plein de choses, on change la loi quand il faut changer. Enfin, c'est pas l'Assemblée nationale qui est de la République. Les mecs sont tout le temps à Paris à plein temps, mais ils connaissent pas le pays. Donc, si vous voulez, il faut revenir à l'idée que gouverner, on peut très bien gouverner sans faire de loi. C'est organiser, c'est négocier, c'est regarder. Quand vous voyez qu'ils découvrent le nombre de réglementations dans l'agriculture, mais c'est quoi là ? C'est leur job, quoi. Je veux dire, ils ne savaient pas qu'il y avait 14 réglementations sur les haies. Excusez-moi, c'est quand même inimaginable. Donc c'est ça la vraie question. Comment on sort ? On est pris dans un truc qui normalement va finir par exploser en portant le populisme au pouvoir, notamment parce qu'on s'est lancé dans une aventure financière qu'on est incapable de contrôler, c'est-à-dire qu'on est à 58% de prélèvement obligatoire, et dans lequel il y a 32% de social, et qu'effectivement c'est à la fois très bien, mais tout le monde a pris l'habitude d'être assisté. Maintenant vous ramenez votre machine à laver, vous avez 50 €, vous allez faire réparer votre vélo, vous avez 15 €. Non mais on est où là ? Je veux dire, l'État, c'est pas une pompe à fric. Donc, à un moment, il va falloir en sortir. Et si on en sort, on fait élire l'extrême droite. Et si on n'en sort pas, on va être tellement dénoté qu'on va se casser la gueule en termes économiques. De toute façon, à la fin, l'économie sera à genoux. Elle sera à genoux avec l'extrême droite ou sans l'extrême droite. Chaque pays a une structure culturelle différente. On l'a bien vu en ce moment avec Manouchian, les grands hommes, etc. Vous voyez, un Anglais, il a de toute façon, la reine, alors elle est morte, mais elle reste comme totem. Parce que nous, on peut dire De Gaulle est mort. Regardez l'importance qu'il a. Donc il ne suffit pas que la reine soit morte pour ne plus être la reine. Comme De Gaulle est mort, mais enfin, il y a plein de gens même des gens qui étaient contre lui, qui trouvent que quand même c'était un totem national. Bon. Et puis c'est une île, donc ils sont ça. L'Allemagne, ils ont un problème totémique parce que leur grand totem, c'est Hitler. Donc c'est pas très facile à sortir. Donc ils jouent sur les régions, le local, etc. Bon. Et en sous-main, ils se sont fait complètement, ils se sont appuyés en fait sur la Pologne et sur les pays de l'Est dans leur libération, etc. Et sur le gaz russe. Donc en fait, par derrière, ils ont fait business avec des pays d'ancienne Europe de l'Est qui sont leurs voisins, leurs manœuvres, etc. Bon, parce qu'on parle que du gaz, mais la manœuvre. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est un pays. On est qui est effectivement historiquement un pays qui a contribué à l'histoire du monde de manière incontestable. On a effectivement été le pays des droits de l'homme. On a le pays qui a remis la République au centre des modèles politiques. Mais moi, je ne suis pas particulièrement républicain. Je suis démocrate. Moi, ma femme est belge, c'est un pays monarchiste. Je ne vois pas ce discours sur la République toute la journée. Oui, nous, on est républicains, mais l'Angleterre, c'est une monarchie, l'Espagnol, c'est une monarchie. Dans l'Europe, vous pourriez y avoir un roi à la tête de l'Europe. Ça m'amuserait beaucoup, finalement. Pourquoi pas ? Le Danemark, je suis allé l'autre jour au Danemark, c'était une monarchie, etc. Donc, on dirait effectivement que la République... Non, la démocratie, les droits de l'homme et l'application du droit. Et je crois que si vous voulez, on a un vrai problème. Quand vous voyez que le tiers des contrats des grandes surfaces ont été faits en dehors des règles, notamment en matière agricole, on est où, quoi ? C'est-à-dire que ces grands patrons de grandes surfaces, que j'estime, que je connais, souvent personnellement,
il y en a 372 sur 1000 contrats vérifiés qui n'étaient pas dans les clous juridiques. Mais on est où? Le droit, c'est la base des sociétés démocratiques. Le droit de l'homme, le fait d'être certain de ne pas être torturé, de ne pas être arrêté, de pouvoir dire que celui-là est un grand con et que voilà, ben, c'est peut-être pour l'instant, mais enfin, on a quand même le droit de le dire. Et donc, si vous voulez, le problème de la France, c'est qu'on ne se rassemble que si on a un message. Et la force du gaullisme, ça a été cette idée qu'on n'était ni l'Est ni l'Ouest. On était, bon, du coup, on était fiers de ça. On sait très bien que c'est en partie faux. On sait très bien que De Gaulle, après-guerre, a récupéré tous les anciens pétainistes et que les juges qui faisaient fusiller la semaine d'avant les résistants ont fait fusiller la semaine d'après les mecs qui les ont poussés, etc. Mais à un moment, c'est l'idée, on se rassemble, on passe pas complètement l'éponge, mais à un moment, on continue. C'est exactement ce que je dis sur les colonies. On ne passe pas l'éponge sur la colonisation, mais à un moment, on dit, bon, on avance. Comme De Gaulle a dit en 1945, on avance, effectivement. Même les juges, qui étaient pourtant certains, je veux dire, ou certains policiers, notamment de la préfecture de Paris, quand on voit l'affaire Manouchian, il y en a sur les 2 flics qui étaient spécialisés dans la traque, il y en a un, pouf, il a dit, il n'est arrivé aucun problème. Il a continué sa carrière tranquille jusqu'à être un des fondateurs du Front National. Le deuxième a été fusillé. Pourquoi il n'a pas été fusillé? Il s'était peut-être caché dans la cuisine, ou il avait un copain dans la résistance, etc. Bon. Donc, il faut savoir avancer. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de message. Or, je pense qu'on aurait dû avoir un message sur la souveraineté écologique et sur effectivement le fait qu'on est en train de passer d'une révolution industrielle qui a été celle du XIXe siècle, où en gros on dominait la nature. On dominait la nature avec le tracteur, avec la chimie, avec le béton, avec le fer, avec la sidérurgie, etc. Et on a construit un monde de domination de la nature. On est dans une nouvelle révolution industrielle. Cette nouvelle révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on fait avec le vivant. On se pose la question du sol, on est dans la plante, peut-être qu'on met des OGM, pourquoi pas. Et c'est pareil dans l'industrie. Comment l'industrie rentre à l'intérieur du vivant. Elle ne prétend pas dominer le vivant, elle utilise la force du vivant comme on va dire comme au judo, la force de la nature, comme on l'utilise comme une force. Et donc c'est pas du tout la domination de la nature. C'est ça la révolution. Et moi, ce dont je rêve, et je pensais que le président Macron le ferait plus, qu'il ne le fait pas, c'est d'avoir ce discours. Le rôle de la France, c'est d'avoir ce discours et d'avoir du coup donné du sens au monde. Et quand on donne du sens au monde, les Français sont fiers de la France. C'est là où elle est la fierté. La fierté, elle est dans le message. Quand il n'y a pas de message, chacun regarde son nombril, tout le monde se plaint. C'est inimaginable cette société, à croire qu'on serait tous morts de faim. Quand vous entendez des chiffres, les gens qui ont sauté le repas la semaine d'avant et tout. Non mais ils sont où là? Ils vivent où? Même dans les quartiers les plus populaires. Vous savez, les quartiers nord de Marseille. Ce qui fait que les populations immigrées tiennent, c'est pas seulement le black. Bien sûr que c'est la drogue, bien sûr que c'est la prostitution, mais c'est aussi que tu n'arrêtes pas d'échanger. Tu me gardes ma mère, je te fais le couscous, je te repeins le plafond, tu répares ma bagnole. C'est l'économie parallèle de la solidarité dans les populations immigrées. Et d'ailleurs, une des raisons qui fait que les petits blancs du quartier sont furax, c'est qu'en face, dans l'immeuble, en face, ils gagnent moins, mais ils vivent mieux. Alors que lui, il est là avec son SMIG, d'accord, mais avec son SMIG, il n'a pas le service de couscous, etc. Le couscous, c'est devenu le plat préféré des Français, et on peut peut-être s'arrêter là-dessus, mais ça aussi, c'est quand même très emblématique. C'est quoi ce discours? Les populations françaises sont de plus en plus ouvertes à l'étranger. Les chiffres sont fascinants. Donc, malgré le discours de l'extrême droite, malgré le fait qu'on essaie de leur courir après pour les doubler dans le virage, qui est une absurdité, ça n'a jamais marché. On n'est pas dans une course de vélo, non. On est là, et bien malgré ça, la population est plus tolérante, elle est pour la légalisation du hashish, et elle considère que les cultures qui arrivent sont un enrichissement. Donc, la donnée, elle est dans la population. Le problème qu'on a, simplement, il faut le dire, et je m'arrêterai là-dessus, mais c'est qu'on ne vote que les gens âgés, et qui effectivement ont les plus peur, parce qu'ils sont plus vieux, ils sont plus fragiles. Les jeunes ne votent pas, parce qu'ils n'ont plus confiance dans la politique. Et donc le problème qu'on a, c'est que la force qui pense le futur considère que la politique est pervertie, et n'a pas confiance, etc. Et donc c'est là où on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a une force dans le cerveau de la société, si on peut dire les choses comme ça, positif, et on a une gestion qui s'appuie sur ceux qui ont le plus peur. Et tant qu'on s'appuie sur ceux qui ont peur, on n'arrive pas à désirer le futur. Et ça, c'était le boulot de Macron, c'est toujours le boulot de Macron, pour l'instant, puisqu'il est encore là pour 3 ans, c'est comment il construit un message français pour une souveraineté écologique de la France et de l'Europe. Et effectivement, chaque fois, on arbitre comme ça. Effectivement, non, on ne fait pas venir une vache d'Argentine qui a été bourrée de trucs, etc. Pour ça, maintenant, si elle est moins chère et qu'elle est de même qualité, oui, à ce moment-là, on dit, bon, ben, très bien, peut-être qu'on va manger de la viande d'Argentine et que nous, nos fermes, on va en faire autre chose. Et après tout, est-ce que les gens ont tellement envie de se lever la nuit pour faire véler leurs vaches? C'est pas sûr. Comment on leur fait une mutation dans autre chose, d'autres produits? Est-ce qu'il est logique de produire du maïs, qui est une plante qui pousse dans des zones où la pluie est en été, c'est-à-dire là au moment où elle a besoin, dans une région où il ne pleut pas l'été?
Je veux dire, vous comprenez, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, il faut se dire ces choses-là et se dire, voilà, on va porter ces messages, on va avancer. Et ce qui manque, c'est la production du sens. Et ça, si vous voulez, c'est là où De Gaulle était très fort. Moi, j'étais très anti-gaulliste, évidemment, dans ma génération. Mais effectivement, il portait du sens. Et de l'autre côté, il y avait le Parti communiste qui portait du sens. Donc, il y avait deux sens. Il n'y a plus aucun sens, nulle part. Et ça, je pense que les Français ne le supportent pas. Et moi, qui suis souvent en Belgique, eux, ça ne les préoccupe pas. Et d'ailleurs, les écolos gèrent là-bas. En Allemagne aussi. Parce qu'ils ne sont pas dans la pensée messianique. Parce que la société n'est pas organisée comme ça. Et notamment en Allemagne, parce que la pensée messianique, ça va, ils ont donné. Donc, effectivement, mais nous, non. Et donc la question, c'est comment on redonne du sens à l'idée que la France est un des lieux d'innovation dans la pensée du monde, dans le rapport à la nature, mais industrie, comment on pense une industrie écologique, comment on pense une société effectivement bâtie sur le vivant et plus bâtie sur la domination de la nature. C'est ça le message à construire. Pour l'instant, il n'y est pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.